Juridiquement Vôtre, une émission proposée par Maître Franck Serfati. Chères auditrices, chers auditeurs, bonsoir. Dominique Boulbès, bonsoir. Bonsoir. J'ai le plaisir de vous avoir à mes côtés ce soir pour parler notamment de la Silver Economy. Alors rassurez-vous, chères auditrices, chers auditeurs, Dominique va nous expliquer ce qu'on appelle la Silver Economy. À titre introductif, je pourrais rappeler que vous sortez de Sciences Po. Absolument. J'ai le plaisir et l'avantage de recevoir depuis quelques semaines beaucoup d'invités qui ont ce parcours, un parcours intéressant. Comment on rentre à Sciences Po? Il y a un concours? Oui, c'est-à-dire qu'on passe le bac, et puis après le bac, vous avez un concours qui est assez difficile, avec des écrits, avec le fameux grand oral de Sciences Po, et vous entrez. Quelles sont les matières? Vous faites un peu du droit, vous faites un peu de tout à Sciences Po. C'est parfois un petit peu loin, mais c'était beaucoup économique, finance, beaucoup de sociologie, beaucoup de politique, et beaucoup de culture générale. La grande épreuve, le fameux grand oral de Sciences Po, vous arrivez, on vous tire un sujet au sort. Moi, c'était l'eau. L'eau. Et vous avez 20 minutes devant 200 personnes pour parler de l'eau. Voilà. Alors, je ne sais pas si on parlera d'eau, peut-être, en tout cas, durant notre émission ce soir, mais vous avez, après ces études brillantes, sortant de Sciences Po, vous avez un parcours professionnel particulièrement remarquable. Vous avez fait du conseil pour un grand groupe de conseil international, Pricewaterhouse. Vous avez été ensuite directeur financier dans une société tout aussi connue, Sodexo, puis directeur général France d'une société également connue, importante, Autogrill, président de la Brinks. Je rappelais un parcours très riche, et vous êtes laissé tenter par le monde entrepreneurial, l'aventure entrepreneuriale pour reprendre votre terme, puisque vous avez racheté, voici maintenant 15 ans, une quinzaine d'années, en 2007, une entreprise qui existait déjà, Aventure entrepreneuriale, dont l'objet principal est d'équiper les appartements, les maisons des seniors. C'est un peu ça, l'activité principale de la société que vous dirigez depuis 2007, Aventure entrepreneuriale. Alors oui, effectivement, c'était à la fois un choix de carrière et un choix de vie, puisque j'avais passé la première partie de ma carrière jusqu'à 43 ans dans des grandes sociétés. J'avais jamais travaillé dans une entreprise, dans un groupe qui fasse moins de 500 000 personnes. Et je me suis dit, ben voilà, il faut faire autre chose. Il faut se réinventer quelque part. Il faut changer de vie. Et j'avais, depuis quelque temps, cherché des entreprises à racheter qui remplissaient certains critères. Et j'ai choisi celle-ci qui me paraissait avoir de l'avenir en 2007. Alors, rappelez-nous quand même l'activité principale avec vos termes à vous et la connaissance qui est la vôtre. Alors, l'activité de l'entreprise, qui s'appelle donc Indépendance Royale, c'est d'équiper le domicile des personnes âgées. Les gens aujourd'hui souhaitent rester vieillir à la maison. Ils souhaitent ne pas aller en maison de retraite, et la crise sanitaire qu'on vient de vivre a, je dirais, accentué ce désir de vivre à la maison. Et nous, notre travail, ce ne sont pas les services à la personne, ça c'est d'autres opérateurs qui font ce métier, c'est vraiment d'équiper le domicile avec des appareils comme des monte-escaliers pour monter l'escalier, comme des douches à l'italienne pour éviter de tomber quand on sort et quand on rentre de la baignoire. Ça va être des lits ergonomiques, des fauteuils releveurs, des scooters électriques, tout ce genre de choses qui permettent d'habiter sa maison en toute sécurité. Alors, je vous posais la question avant de rentrer, voici quelques dizaines de secondes ou quelques minutes avant de rentrer dans cette salle d'enregistrement, dans notre studio. Comment et pourquoi avez-vous débarqué? Pourquoi avoir choisi ce type d'activité alors que auparavant vous étiez dans des sociétés quelque peu différentes, dans des grands groupes qui n'avaient pas nécessairement ce cœur d'activité? Est-ce que c'est lié, vous me l'avez dit avec beaucoup de franchise et de transparence, est-ce que c'est lié à un parcours de vie personnel, notamment un accident en 2002 alors que vous étiez jeune adulte et qui vous a laissé plusieurs mois, voire je crois 2 ans, avec quelques incapacités à vous mouvoir librement? Est-ce qu'il y a peut-être un lien? En fait, le choix de la société, ça a été finalement une espèce d'alignement de planètes entre un parcours de vie et puis une volonté professionnelle. Le parcours de vie, effectivement, en janvier 2002, ma vie a basculé. J'ai eu un accident de ski à Avoriaz.
3 jours de coma et je me suis réveillé, j'ai passé 2 ans à l'hôpital. Donc il y a eu des épisodes que je vous passe, mais voilà, j'ai vécu ce que c'était que d'être handicapé, j'ai vécu ce que c'était que de passer 1h30 le matin à prendre sa douche et à craindre le moindre faux geste parce que quand on est peu mobile, le moindre déséquilibre entraîne la chute. J'ai vécu ça. Et puis, sur un plan professionnel, j'avais passé ma carrière dans des sociétés de services, dans des sociétés où le challenge était vraiment de développer avec du marketing, avec du commercial et d'animer des réseaux nationaux. Et c'est ce que nous faisons chez Indépendance Royale, puisque l'ensemble de notre force de vente, l'ensemble de nos installateurs sont par définition partout en France métropolitaine. Et donc, quand ce dossier s'est présenté, j'ai fait ça associé à un fonds d'investissement. Quand ce dossier s'est présenté, ma foi, ça correspondait bien à mon parcours de vie et à mes désirs professionnels. Et puis une connaissance également, vous venez de le rappeler avec vos mots, connaissance de ces handicaps qui peuvent toucher certaines personnes, et notamment ce qu'on appelle les seniors, bien évidemment. Alors, Dominique Boulbès, je pose la question maintenant de façon récurrente depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. La France, l'Europe, le monde traversent une période unique dans l'histoire de l'humanité, parce que bien évidemment, l'homme, depuis 6000 ans, a eu à connaître des épidémies, voire des pandémies, mais jamais au niveau de la planète. Le choléra, la peste, la lèpre ont concerné quelques villes, quelques villages, quelques régions. Aujourd'hui, sur 162 États dans le monde, 162 pays sont touchés par cette pandémie, par ce virus atroce dont les conséquences humaines, nous les connaissons. Quel est votre sentiment, vous, très rapidement, à titre personnel, d'une part, sur cette situation dont les spécialistes, hommes politiques et puis surtout les scientifiques nous disent que le monde n'est pas à l'abri d'une seconde vague, pour reprendre l'expression d'usage. Et puis plus précisément, est-ce que dans votre cœur de métier, j'imagine que le virus a eu des conséquences, quelles sont-elles ? Alors, je crois que la première chose à rappeler, et ça nous concerne nous directement dans notre activité à travers nos clients, c'est que le taux de létalité du virus a touché essentiellement les personnes, 91% des décès sont intervenus sur des gens de plus de 70 ans. Donc, à ma connaissance et d'après ce que m'ont dit des professeurs de médecine, c'est le premier virus connu qui touche prioritairement les personnes âgées. Les virus de la peste, du choléra, touchent tout le monde, les enfants, tout le monde. Quand on lit La peste d'Albert Camus, on le voit bien. Mais celui-ci a touché prioritairement, a touché surtout les personnes âgées. Et donc, je crois que ce virus est venu à un moment où la planète, l'humanité prend conscience qu'elle est une. Ce virus a touché tout le monde. Vous venez de le rappeler, il a touché 160 pays sur 197, je crois, dans le monde. Et donc, il y a eu une espèce de prise de conscience planétaire, un peu comme la transition environnementale ou la transition démographique. Les gens ont compris qu'ils ne formaient finalement qu'un corps unique. Et que on avait un destin commun. Et je crois vraiment que c'est cette idée de destin commun que le virus est venu renforcer. Quand vous regardez les problèmes qu'adresse l'humanité depuis une quinzaine d'années, la surpopulation dans les grandes villes, l'urbanisation galopante, la désertification des campagnes, l'environnement, vraiment la transition environnementale à opérer et qu'on va essayer d'opérer. Mais il y a eu une espèce de conscience, une espèce de révélation que, ma foi, on n'était qu'un, et qu'au-delà des races, des religions, des pays, il y avait un destin commun à toute l'humanité. Et je crois vraiment que ce qu'a fait le virus, c'est que c'est venu accentuer cette prise de conscience. Ça n'a pas changé les choses, à mon avis, mais par contre, ça les a accélérées et mis dans un réel épouvantable, ça l'a mis dans le réel. Les gens ont compris au quotidien ce que c'était d'avoir un destin planétaire, finalement. C'est ce que certains appellent la mondialisation, tout simplement. Finalement, on se rend compte, pendant des siècles, voire des millénaires, chacun était dans son village, dans son périmètre, dans son territoire, alors qu'aujourd'hui, on a l'impression, et c'est un petit peu une partie de la logique que vous décrivez, qu'il y a véritablement une unité commune à l'intérieur de cette planète bleue. Avec une différence, c'est que la mondialisation
est pour beaucoup de nos concitoyens resté un concept. Quand on voyage, quand on est un homme d'affaires, quand on a les moyens de voyager, on comprend ce que c'est que la mondialisation et on voit que le style de vie occidental s'impose partout, on voit que partout sur la planète, il y a les mêmes téléphones, etc. En revanche, pour beaucoup de gens, c'est un concept. Un concept qu'on entend à la radio, qu'on voit à la télé, mais qu'est-ce que c'est finalement que la mondialisation? Et je crois que ce virus a ancré cette mondialisation dans le réel, dans le quotidien. On a compris que en Creuse, dans le Limousin, à Paris, en Bretagne, eh ben on faisait la même chose qu'à Bombay ou à Calcutta. C'est ça qui s'est passé, vraiment. Cette espèce de proximité qui a rassemblé les hommes dans la souffrance finalement, et qui continue à les rassembler. Dominique Boulbès, on va revenir, vous avez utilisé le terme de transition démocratique, Silver Economy, donc vous qui êtes un spécialiste, vous allez nous expliquer ces notions importantes, sociétales. Maintenant, mon émission s'appelle Juridiquement Volt, j'aimerais bien revenir sur le monde de l'entreprise que nous abordons assez régulièrement. Vous êtes à la tête d'un grand groupe, on l'a compris tout à l'heure dans le cadre de votre présentation. À titre introductif, vous avez travaillé pour des grandes sociétés, côté national voire international. Qu'est-ce qui fait la différence entre la grande entreprise et la toute petite entreprise, l'artisan, le commerçant de quartier, qui n'a pas de salariés, qui réalise quelques dizaines de milliers de chiffres d'affaires? Est-ce qu'il y a des différences fondamentales ou est-ce que finalement on retrouve un esprit entrepreneurial commun? Absolument. Moi, je suis passé en 2007 d'une entreprise de 10 000 personnes que je dirigeais à une entreprise qui à l'époque en faisait 50, qui maintenant fait un peu moins de 400. Et la principale différence, je crois, c'est la gestion du temps. Quand vous êtes dans une grande entreprise, les décisions, les schémas d'action, les process, ça prend du temps. Quand vous avez 12 ou 13 niveaux hiérarchiques, entre ce que vous décidez au sommet et la façon dont ça s'exécute sur le terrain, vous avez 1 an, 18 mois, les choses prennent du temps. Quand vous êtes à la tête d'une PME, et j'imagine encore plus quand vous êtes commerçant, même si je ne l'ai jamais été, l'impact de vos décisions, il est quasi immédiat. On décide quelque chose et les choses se font vite. Ça, c'est le premier élément. Et puis, le deuxième élément, c'est l'exercice de la responsabilité. Quand vous êtes dans un grand groupe, ça ne vous appartient pas. Quel que soit votre poste, moi j'étais président, j'étais directeur général auparavant, mais c'est pas votre affaire. C'est une espèce de fonction préfectorale quelque part. Hein. Il n'y a pas de fusion totale entre l'entreprise et le chef d'entreprise qui finalement n'en font qu'un lorsqu'on est à la tête d'une petite entreprise, quelle que soit la forme, alors que dans les grands groupes, effectivement, il y a des structures, des organes de direction qui transcendent les personnes physiques. Absolument. Quand vous reprenez une entreprise, c'est votre entreprise, c'est votre argent que vous avez investi, donc vous avez... Je crois qu'à côté du temps, une des grosses différences, c'est effectivement la notion de risque. C'est quand même pas tout à fait pareil de risquer l'argent des autres que de risquer le sien. Voilà. Donc il y a une forme d'exercice de la responsabilité. On se retrouve seul. Et quand on se retourne, il y a personne. On est seul à prendre des décisions. Alors après, bien sûr, on crée une collectivité, on crée un comité de direction, on crée une équipe, on essaie de souder les collaborateurs et on en parlera peut-être. Mais fondamentalement, vous vous retrouvez en responsabilité pleine et entière de votre champ d'action, ce qui n'est, je pense, quand même moins le cas quand vous êtes à la tête d'une grande entreprise. Voici quelques mois en début d'année, si ma mémoire est bonne, avant le confinement. J'ai eu le bonheur et l'avantage, parce que c'est un homme qu'on ne voit pas souvent sur les plateaux, d'accueillir Maurice Lévy, cet homme chef d'entreprise connu au niveau de la planète, qui est un génie, un homme à la fois compétent, discret, talentueux, modeste, qui m'expliquait qu'effectivement, il regrettait, répondant à l'une des questions, qu'il y ait ce regard totalement négatif du peuple français, de la société française, à l'endroit et au détriment des gens qui réussissent. Est-ce que vous avez un petit peu ce sentiment, vous ? Disons que... Gens qui réussissent et de façon plus générale, les entrepreneurs de façon générique et générale. Moi, je nuancerais un peu la chose. C'est-à-dire que ce que je pense nos concitoyens attendent des entreprises et ce qu'ils attendent des chefs d'entreprise qui réussissent ou qui fonctionnent bien, ils attendent autre chose, je crois vraiment maintenant, que de la performance économique. Quand j'étais étudiant à Sciences Po, on disait qu'il fallait réconcilier l'économique et le social, donc il fallait
à la fois avoir de bonnes performances, et puis à la fois on attendait qu'il y ait un management humain, et on l'attend toujours bien sûr, et qu'on fasse une vraie collectivité de l'entreprise. Mais aujourd'hui, ce que les gens attendent, c'est que l'entreprise s'engage sur un plan sociétal, et que l'entreprise apporte des réponses, apporte un engagement, apporte de l'énergie à ce qui est en train de se passer dans le monde. Et aujourd'hui, je crois vraiment que le regard qu'on peut avoir sur les gens qui réussissent est très différent en fonction du comportement du chef d'entreprise et de la façon dont il va s'impliquer dans la vie civile. Et nous, on a vraiment essayé de faire ça dans notre entreprise. On peut en parler si vous le souhaitez. On a vraiment essayé de s'impliquer pour montrer que quand on réussit, il faut savoir rendre. Moi, j'y crois beaucoup. Moi, j'ai 55 ans. C'est un peu l'âge où on commence à penser aux différentes transmissions. J'ai grandi dans une cité. J'ai pas le poste pour lequel j'étais programmé, clairement. C'était pas si facile que ça d'entrer à Sciences Po en venant d'une cité à Ivry-sur-Seine. Et il faut savoir rendre. La vie vous a donné quelque chose, il faut rendre. Et je crois que le regard qu'on peut avoir sur les chefs d'entreprise qui réussissent est extrêmement différent si on est capable de rendre quelque chose, de poser quelque chose sur la table. Dominique Boulbez, vous venez, vous êtes issu d'une cité, donc quartier qu'on pourrait appeler, ou que d'aucuns appelleraient populaire. Donc vous n'êtes pas né, pour reprendre cette expression qui est ancienne, avec une cuillère dorée dans la bouche, mais vous avez quand même réussi. Ça veut dire inévitablement que l'ascenseur social en France existe réellement, contrairement à ce qu'on peut penser, contrairement à ce qu'on peut entendre ici et là. Alors, merci de m'interroger là-dessus parce que c'est un thème important pour moi. L'ascenseur social dans les années 80 fonctionnait beaucoup, 80-90. Je pense qu'il est un petit peu en panne quand même depuis une quinzaine d'années, et que nous, comme chefs d'entreprise, on doit vraiment travailler là-dessus. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que, pour moi, l'entreprise, et notamment c'est le cas par rapport à la fonction publique, pour moi, l'entreprise, c'est vraiment le lieu où on doit être jugé non pas pour ce qu'on est quand on entre, mais pour ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on ne doit pas juger les gens, on ne doit pas évaluer les gens par rapport à leurs origines sociales, même pas par rapport à leurs diplômes, géographiques, religieuses, confessionnelles, tout ce que vous voulez, mais pour ce qu'ils font. C'est pas le cas dans la fonction publique. Dans la fonction publique, ce que vous êtes à 20 ans, c'est ce que vous serez à la retraite. Si vous entrez dans la police comme commissaire de police, vous finirez commissaire de police principal ou je sais pas quoi, mais voilà. Si vous entrez agent de la paix, vous avez très peu de chances de finir inspecteur ou commissaire de police. Ça veut dire que le schéma social dans lequel vous êtes entre vos 18 et vos 25 ans, dans la fonction publique, n'évolue très peu. Alors que l'entreprise, c'est un terrain fabuleux. C'est pour moi je crois beaucoup non pas à l'égalité des situations. Tout le monde n'est pas capable de faire la même chose. Je crois beaucoup en revanche à l'égalité des opportunités. On doit donner sa chance à tout le monde. Nous, par exemple, on a beaucoup travaillé sur la parité. Moi, c'est important. Moi, j'ai 4 enfants, dont 3 filles. Donc, pour moi, la parité, c'est important. C'est un vrai sujet. C'est pas qu'un sujet gadget. C'est un vrai sujet. Nous, l'entreprise est co-dirigée par un homme et par une femme. Votre serviteur est Dorothée Ferreira, que je salue. Notre comité de direction, on est 8 personnes. Il y a 5 femmes et 3 hommes. On l'a pas voulu comme ça. Ça n'a pas été prédéfini. On s'est pas dit, on va avoir un comité de direction à parité. Voilà. Par contre, quand on considère les gens pour leurs résultats et qu'on fait complètement abstraction de leur origine, quelle qu'elle soit, ça fonctionne. Autre exemple, 70% de nos cadres sont issus de la promotion interne. Voilà. Et je pense que c'est important de donner sa chance à tout le monde. Tout le monde n'est pas passé par la case études. Moi, j'en ai fait, vous en avez fait. D'autres n'ont pas eu cette chance, ou ont eu des parcours de vie différents. Et l'entreprise, c'est aussi le lieu où on peut apporter ça. On va passer au thème que vous avez évoqué très rapidement tout à l'heure, la transition démographique et la silver economy. Mais une dernière chose, et très rapidement, parce que le temps passe vite, on vous écoute avec beaucoup d'attention, et on me fait signe qu'il nous reste que 5 minutes précisément. Vous avez parlé d'un retour en disant que le chef d'entreprise, tout chef d'entreprise d'ailleurs, avait cette obligation, alors morale, pas juridique, d'avoir un retour lorsqu'il arrivait, avec l'aide du ciel ou grâce à son travail, à réussir. Ça veut dire quoi concrètement ?
Eh ben alors concrètement, nous dans notre entreprise, on essaie de s'engager dans la vie civile de deux façons. Notre directrice générale, Dorothée Ferreira, est devenue présidente du MEDEF Limousin, donc elle s'implique dans la vie des entreprises. Elle est également membre du Conseil national exécutif du MEDEF, quand même. Et puis votre serviteur, je me suis engagé d'abord par l'écriture, parce que j'ai écrit 2 livres sur le vieillissement. Je vais y venir. Un qui s'appelle Vieillir le grand vertige et l'autre qui s'appelle la Silver Economy. Et je suis également membre et vice-président du Conseil national de la Silver Economy, qui est une filière gouvernementale présidée par Luc Broussy, que je salue également au passage. Et je suis chargé de la croissance des entreprises. Donc de faire en sorte que les startups de la Silver Economy, les startups qui commencent à s'occuper des seniors, puissent se développer. Donc voilà, ça c'est un engagement concret. Alors effectivement, Dominique, je ne l'ai pas rappelé, mais j'allais venir. Vous êtes également auteur, effectivement, de 2 ouvrages. Vieillir, le grand vertige aux éditions PHB, édition en 2016. Puis un deuxième ouvrage, la Silver Economy, plus récent, que vous avez co-rédigé avec un sociologue, Serge Guérin, en 2018, aux éditions La Charte. La Silver Economy, c'est quoi, précisément et concrètement, et simplement surtout ? Alors, la Silver Economy, c'est le fait qu'on a donc une transition démographique, le monde vieillit. Dans la génération qui arrive, on est aujourd'hui 67 millions de Français, 50 millions de moins de 60 ans et 17 millions de plus de 60 ans. Pour la première fois dans l'histoire de France depuis les guerres de religion, dans les 30 ans qui arrivent, le nombre de personnes de moins de 60 ans va rester bloqué à 50. Ça n'évolue plus. En revanche, vous aurez 7 millions de plus de seniors. Donc la Silver, et c'est vrai dans le monde entier, donc la Silver Economy, c'est l'ensemble des biens et des services qui adressent le fait que la population vieillit. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, l'âge moyen de l'acheteur d'une voiture neuve est de 56 ans. L'âge moyen d'un lecteur de magazine est de 60 ans. L'âge moyen d'un acheteur de Harley-Davidson doit être de 65 ou 70 ans. Ça veut dire que vous avez plein de secteurs. Quand vous allez dans une agence bancaire en province, vous n'avez que des seniors. Les gens de moins de 30 ans, 40 ans, les quarantenaires, ils y mettent plus les pieds. Donc ça veut dire que vous avez des secteurs économiques dont les clients vieillissent. Et c'est ça la Silver Economy. C'est vraiment d'être capable de leur apporter des biens et des services qui leur sont dédiés spécifiquement. Une dernière question, on parle beaucoup de transition écologique. La transition démographique est pour vous une question fondamentale, essentielle pour aujourd'hui et pour demain ? Oui, parce que c'est un phénomène dont on connaît les paramètres à l'avance, donc c'est une transition irrésistible, irrépressible, c'est un peu comme un cas de force majeure. Aujourd'hui, ce qu'on ne sait pas, c'est que la population des pays développés est en train de baisser. C'est-à-dire que non seulement on a plus de personnes âgées, mais la population baisse. L'Italie perd 80 000 personnes par an. L'Allemagne perd 200 000 personnes par an. Le Japon perd 800 000 personnes par an. Ça veut dire que vous avez des pays, le taux de renouvellement, vous devez avoir 2 enfants par femme pour qu'un couple remplace un autre couple et que la population se maintienne. Au-dessus, vous progressez en population. Au-dessous, vous régressez. Un peu, voilà. Et un pays comme l'Italie, le Japon, la Corée, ils sont 1,3. C'est-à-dire que leur population baisse inexorablement. Donc le vrai phénomène, dans 30 ans, l'Europe va perdre 100 millions de personnes de moins de 50 ans. Et on va gagner 150 de plus de 50 ans. Ça veut dire que la transition démographique, c'est le fait que l'ensemble des pays développés, donc en gros le monde à part l'Afrique, occidental, est en train de vieillir. Le monde occidentalisé est en train de vieillir inexorablement. On entre dans un monde qui sera extrêmement différent de celui qu'on connaît aujourd'hui. Et ça, on le sait à l'avance. Et est-ce que vous pensez, pour revenir à notre pays, que le gouvernement, l'État français de façon plus générique, a conscience de ce phénomène et utilise et met en place une véritable politique dédiée ? Alors oui, il y a une vraie actualité sur les seniors. Il y a une loi sur le grand âge qui est en préparation pour la fin de l'année. Vous avez entendu que le 9 juin, à l'Assemblée nationale a été votée la création du 5e risque de la sécurité sociale, dans la lignée de la création de la sécurité sociale en 1946 par le général de Gaulle et des ordonnances sur la branche maladie, vieillesse, accident du travail et famille en 1967. Donc il y a eu une vraie avancée sur le sujet. Et puis donc, cette filière Silver Economy, à notre connaissance, on est un des seuls pays au monde, ou peut-être le seul, sur lequel le gouvernement a voulu travailler sur la création d'une vraie filière adressée aux personnes âgées.
Ce sera le mot de la fin. Dominique Boulbès, merci d'être venu et de vous être prêté à ce jeu sans aucune préparation. Questions-réponses avec beaucoup de compétences, de générosité et puis de sympathie. Je rappelle, Dominique Boulbès, que vous êtes président d'une société dédiée aux seniors, équipement au bénéfice des seniors, aventure entrepreneuriale. Merci à vous. Bonne soirée, à bientôt. Merci. Au revoir. Juridiquement Vôtre, une émission proposée par Maître Franck Serfati.